Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré que nous ouvrons bien sûr avec notre pensée à l'endroit de notre frère Baba Alpha qui séjourne encore à la prison civile de Niamey accompagné de son vieux père de 70 ans. Tout le soutien du groupe Bonferré, chers collègues. À présent, ce communiqué de presse du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République en abrégé FRDDR par rapport à la dissolution des conseils d'arrondissement de la ville de Niamey. Le FRDDR s'indigne de cette dissolution et exige du gouvernement la tenue de toutes les élections locales sur l'ensemble du territoire national, parcourant ce communiqué avec Mohamed Alpha. Dans quelques heures prendront fin les mandats des conseils municipaux de villes et des régions de notre pays, mandats prorogés pour la 3e fois, chose déjà inédite dans le monde. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, dans une déclaration rendue publique le 24 juillet 2017, relevait déjà en la stigmatisant la stratégie antidémocratique et anti-nationale de Issifou Mahamadou tendant à tirer en longueur les mandats des entités décentralisées. Ces bricolages politico-juridiques ont conduit au parjure dont est auteur Issifou Mahamadou pour avoir refusé d'obtempérer à l'arrêt numéro 002-CC-ME du 7 mars 2017 de la Cour constitutionnelle ordonnant la tenue de l'élection législative partielle de la circonscription ordinaire de Maradi. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Issifou Mahamadou, au lieu d'attendre le sort que lui réservent les institutions de la République pour ce parjure, passe à une vitesse supérieure en nous relevant une autre facette de sa personnalité. Un véritable danger pour l'unité de notre peuple. La preuve, Issifou Mahamadou a agi de manière outrageusement discriminatoire et en violation des dispositions de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger, notamment en son article 177 de dissoudre l'ensemble des conseils de la seule région de Niamey. En termes clairs, désormais, la région de Niamey, contrairement aux autres régions du pays, n'est plus régie par les prescriptions de l'article 164 de la Constitution, alinéa 1 et 2 qui dispose. Alinéa 1. L'administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration. Alinéa 2. Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. Elles administrent librement par des conseils élus. Quel péché les populations de Niamey ont-elles commis pour qu'en violation des articles 4 et 6 de la Constitution, leur suffrage soit spolié et leurs représentants démocratiquement élus chassés comme des malpropres à l'issue du Conseil des ministres du jeudi 10 août 2017. Certes, de notoriété public, Issifou Mahamadou et son parti n'ont jamais enduré que les populations de la région de Niamey aient majoritairement voté contre lui et son programme. Faut-il donc les châtier en réparation de ce crime de lèse-majesté? C'est pourquoi le FRDDR est absolument indigné par la dissolution des conseils d'arrondissement et de ville de la région de Niamey, qui dénote l'immaturité et les instincts pyromanes des hommes au gouvernail de l'État. Le FRDDR rejette cette décision qui bafoue les principes élémentaires de l'expression de la volonté populaire et qui met en péril la cohésion de notre peuple. Exige par conséquent la tenue de toutes les élections locales sur l'ensemble du territoire national.
Un autre communiqué de presse, cette fois-ci, celui du collectif des organisations de la société civile du Niger. Il est ainsi libellé suite aux attaques terroristes au Niger et dans les autres pays voisins, notamment au Burkina Faso et au Mali. Le collectif des organisations de la société civile nigérienne s'inquiète profondément des derniers développements des questions sécuritaires dans le Sahel et du sort des 39 femmes et enfants enlevés à Ingalewa et dont nous sommes toujours sans nouvelles. En conséquence, le collectif exige du gouvernement le déploiement de plus d'efforts, du reste comme il l'a fait lors de la disparition des 11 policiers dans le désert afin de retrouver et ramener sains et saufs nos compatriotes. Le collectif a saisi cette occasion pour témoigner plus que jamais sa solidarité et son soutien inconditionnel à nos forces de défense et de sécurité. Le collectif des organisations de la société civile nigérienne s'est dit profondément choqué par les attaques survenues ces derniers jours au Burkina Faso et au Mali. Face à cette situation, le collectif condamne ces attentats ignobles, lâches, criminels et barbares et exhorte les gouvernements des États du Sahel à plus de détermination et de vigilance pour prévenir tous les actes de terrorisme. Le collectif apporte tout son soutien aux familles des personnes enlevées et aux populations de Difa, adresse ses condoléances les plus émues aux familles des victimes, au peuple burkinabé et malien, ainsi qu'à leurs autorités, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande aux autorités de redoubler d'efforts afin que l'ennemi soit traqué jusqu'à son dernier retranchement. Enfin, le collectif invite les populations nigériennes, burkinabées et maliennes à se mobiliser pour dénoncer tous les agissements suspects, seule façon d'aider nos forces de défense et de sécurité. Pour le collectif, le président du comité d'organisation, Moussa Adamou. Toute autre chose maintenant, rencontre de travail et d'échange aujourd'hui entre Task Force, autant pour moi, avec à sa tête l'ancien chef d'État nigérien Salou Djibo et les responsables du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics en abrégé CNUT. L'objectif de cette rencontre est de mettre en œuvre le schéma de libéralisation des échanges au sein de la CEDEAO. Le compte-rendu de Soumana Karimou et Ibrahim Amadou. La Task Force, qui est ce groupe de travail de la CEDEAO, chargé de booster la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges, est composé de 7 éminentes personnalités dont l'engagement pour l'intégration régionale est prouvé. C'est cette personnalité qui ont accepté d'être membres de la Task Force, avec à leur tête l'ancien président Djibo Salou, ont décidé de travailler ce matin avec les responsables du Conseil nigérien des utilisateurs de transport public, CNUT, avec pour objectif de mettre en œuvre le schéma de libéralisation des échanges au sein de la CEDEAO. C'est un organe ad hoc consultatif placé sous l'autorité du président de la commission de la CEDEAO. Elle s'emploiera à l'arbitrage et au règlement des litiges entre les États membres à l'occasion de la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges. Madame Daoura Kafou Adizatou, les objectifs de la mission cadrent parfaitement avec leurs attentes. Mon général, les objectifs de votre mission cadrent parfaitement avec nos attentes. Pour cela, je me réjouis une fois de plus du choix porté sur le CNUT pour cette séance de travail. La composition de votre délégation à travers la qualité
de ses membres témoigne sans équivoque de la noblesse des objectifs poursuivis par la CEDEAO en ce qui concerne particulièrement la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace communautaire ainsi que le développement du commerce intracommunautaire. Le directeur de la promotion et de l'assistance aux chercheurs au niveau du CNUT a à cette occasion présenté un relevé des préoccupations relativement à leur mission. C'est une structure d'encadrement des opérateurs économiques. Et nous, dans le domaine des transports et également dans le domaine du commerce international, étant entendu que les transports constituent un vecteur des échanges, donc du commerce international. Nous avons également le CNUT donc, pour mission d'améliorer l'efficacité et la célérité du transport public en vue de réduire les coûts et les délais. Donc à cet égard, nous avons en charge le suivi de la chaîne des transports pour rechercher la meilleure organisation et la meilleure exploitation de cette chaîne. Et également, pour une meilleure coordination des opérations administratives liées aux échanges internationaux entre les différents acteurs ou intervenants de cette chaîne. Et le domaine donc, de compétence du CNUT, à savoir les transports, est un secteur, comme vous le savez, international, à vocation internationale. Donc, qui dit international, donc, dit la coopération. Il y a la coopération, il y a aussi, disons, à travers les accords et les conventions, les partenariats spécifiques entre différentes structures ou bien agences. Cette mission de la Task Force sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO se déroulera du 14 au 18 août 2017 au Niger. Lors de sa mission de plaidoyer au Niger, elle rencontrera les ministres chargés de l'intégration, des finances, du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, des eaux et forêts, de la sécurité, de la défense, les acteurs de la société civile concernés par les barrières tarifaires. En fin de mission, elle sollicitera une audience avec le président de la République, Issoufou Mahamadou. C'est la première sortie médiatique officielle de la synergie cause Niger à SINASEP après la publication des résultats de l'évaluation des enseignants contractuels publiée le 11 août dernier par le ministre en charge de l'enseignement primaire. La synergie cause Niger à SINASEP n'a pas passé par 4 chemins pour montrer son indignation. Elle appelle le ministre Marté, je cite, à plus de responsabilités pour redonner à l'école publique nigérienne toutes ses lettres de noblesse. On fait le point avec Aïchatou Mahamadou et Ibrahima Ousmane. La convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, cause Niger SINASEP, a toujours du mal à comprendre les vraies intentions des autorités éducatives vis-à-vis de l'école nigérienne. Face à la presse ce matin, Halidou Moukaila et ses camarades tentent de donner des explications de l'évaluation dont ils n'ont jamais accepté. La synergie d'action cause Niger SINASEP voudrait rappeler qu'elle a toujours été constante par rapport à ses prises de position sur cette question dite de l'évaluation illégale organisée par le gouvernement du Niger. Contrairement à ce même gouvernement, sinon à son ministre, qui a passé tout son temps à berner l'opinion nationale et internationale, mais plutôt ou également à insulter l'intelligence des chefs traditionnels, des chefs religieux, des cadres de commandement et de toute l'administration, pour ne pas parler du peuple de manière générale, sur cette question d'évaluation. Lorsque ça a été annoncé, la synergie a clairement notifié
que l'évaluation est illégale parce que ne respectant pas les dispositions réglementaires du statut général de la fonction publique. Et alors, nous avions annoncé, à qui veut l'entendre, que l'option du gouvernement, c'était d'aller vers la réduction de l'effectif des enseignants au Niger. Le lendemain de son point de presse déjà, une note était sortie du ministère de l'enseignement primaire qui parlait de la mise en formation déjà de 10 000 enseignants avant même qu'ils ne finissent de proclamer les résultats, avant que les camarades ne puissent prendre connaissance de leurs résultats, ils annoncent déjà qu'ils vont mettre en formation 10 000 enseignants. Ça veut dire que c'était déjà programmé. Donc nous estimons que le ministre Marté devrait respecter l'intelligence des Nigériens. La synergie cause Niger-Sinaseb reste confiant et unanime que l'évaluation a été boycottée par la majeure partie des enseignants contractuels et que les résultats publiés par le ministère en charge de l'éducation primaire sont erronés. Par conséquent, elles ont porté l'affaire devant les juridictions compétentes. Après sa proclamation, le ministre Marté est revenu sur des mesures où il a annoncé déjà que tous les camarades qui n'ont pas déposé de dossier, qui ont délibérément boycotté, seront résiliés, et ceux qui ont des notes inférieures à 3 seront également résiliés. Le ministre oublie une chose, que les enseignants dont il est en train de parler ne sont pas les enseignants de 2003, c'est des enseignants de 2017. Nous sommes avec des enseignants qui sont régis par le statut général de la fonction publique. Les dispositions sont claires pour résilier un contrat. Ni un inspecteur, ni un directeur régional, encore moins lui le ministre, n'a de compétence à résilier le contrat d'un enseignant. Bien qu'effectivement, nous avions engagé la procédure judiciaire au niveau du Conseil d'État, nous allons continuer ce combat juridique. Mais mieux, nous appelons les camarades, nos structures régionales et départementales à prendre toutes les dispositions pour assigner individuellement les inspecteurs qui ont créé ce désordre dans le secteur éducatif. En attendant des solutions au bras de fer qui l'opposent avec l'État du Niger, la synergie cause Niger-Sinaseb a pris l'initiative de collecter de l'argent pour les enseignants résiliés par le ministre Marté et compte boycotter la rentrée scolaire prochaine. Restons dans le même cadre après la tenue des épreuves écrites de l'examen du BTS d'État. L'heure est maintenant aux options et à l'attente des résultats. Cependant, il y a une inquiétude puisque les enseignants correcteurs exigent d'être payés. D'abord, les explications de Husseina Hassoumi et Abdulaziz Chibrela. Fini le mercredi 9 août 2017, les examens du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État session 2017 de la vie générale se sont déroulés dans des conditions plus ou moins acceptables. Et depuis cette date donc a commencé l'attente de la correction et de la publication des résultats. Dans tous les jurys visités ainsi qu'à l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX, le constat est le même. Aucun responsable n'a accepté de s'exprimer devant notre caméra. Néanmoins, un des présidents du jury qui a préféré garder l'anonymat nous a fait part de la situation actuelle. Les corrections sont terminées depuis le samedi passé. Cependant, selon lui, la publication des résultats risquerait de traîner pour cause de non-paiement des différents correcteurs. Malheureusement, jeu de prolongation dans la publication des résultats risque de favoriser la manipulation et la fraude tant redoutée dans l'organisation des examens ces dernières années. Dans tous les cas, les étudiants et leurs parents attendent impatiemment cette publication. Fini le mercredi. Autre aspect de ce journal, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, accompagné du coordinateur national du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDI, était donc en visite de travail hier mardi dans la ville de Zender. Ils ont étudié la possibilité d'extension de la zone d'intervention du PGRCDI, le compte rendu de nos confrères de la radio-télévision Dunia.
La présente visite du ministre de l'Action humanitaire accompagné du coordinateur national du PGRCDU ici dans la région de Zender est d'étudier les possibilités de l'extension de la zone d'intervention du projet à la région de Zender. Le PGRCDU, c'est un rappel, a été institué avec l'appui de la Banque mondiale suite aux inondations de 2012. Il intervient dans les régions de Dosso, Difa, Tillabéri et Niamey. Avec les inondations de l'année dernière, sa zone d'intervention a été étendue dans les régions d'Agadez et Tawa. L'objet de la visite, c'est de venir voir dans ces 4 régions quelles activités on peut faire dans le cadre de la prévention, mais aussi dans le cadre de l'atténuation de ce qui s'est passé et en réparant certains dégâts. Et cela rentre dans le cadre d'un appui de la Banque mondiale au Niger à travers un projet qu'on appelle le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Le gouvernement du Niger a sollicité donc, de la Banque mondiale la possibilité d'avoir accès à une de ces composantes qu'on appelle la composante contingence, qui permet donc de prendre en compte la gestion en cas de risque, en cas de catastrophe. C'est le mécanisme de réponse immédiate. Et par rapport à ça, en 2016, les régions d'Agadez et d'Ottawa ont bénéficié d'un appui, effectivement dans le cadre de ce projet. Et nous sommes venus prospecter la situation de Maradi que vous avez tous connue et la situation de Zender que nous venons de voir également aujourd'hui. Et nous osons espérer que, en tout cas à l'issue des entretiens que nous avons eus avec les plus hautes autorités de ces régions, avec leurs techniciens et les responsables des villes, nous pensons que ce serait possible très prochainement de faire une proposition de document d'appui afin de contenir cette situation qui va concerner non seulement les villes chefs-lieux de ces régions, mais également les autres départements et autres communes qui sont concernées, mais surtout vraiment les zones qui sont les plus à risque. Le constat qui se dégage après cette visite du ministre de l'Action humanitaire accompagnant du coordinateur national du PGRCDU est que la ville de Zender ne dispose pas des infrastructures d'évacuation des eaux et d'assainissement. Notons qu'à l'issue de cette visite, un comité comportant des techniciens a été formé afin d'étudier et de sortir un support technique permettant au PGRCDU une possible extension de sa zone d'intervention à la région de Zender. Et c'était lors d'une réunion de synthèse tenue dans l'après-midi d'hier dans la salle de réunion Kalamoutari du gouvernorat de la région de Zender avec l'ensemble des autorités administratives et coutumières de la région et aussi les techniciens de la ville, tout comme de la région ainsi que les chefs de quartier de la ville de Zender. En principe, 2 semaines nous séparent de la fête de la Tabaski. Les préparatifs vont bon train au marché Tourakou, principal marché de bétail. Les moutons commencent donc à venir, des moutons qui viennent de plusieurs localités du Niger. Accessibilité et disponibilité des moutons à quelques jours de la Tabaski. C'est un reportage signé Youssouf Haïdara et Abdoulaye Seydou. À quelques 2 semaines de la fête de Tabaski ou fête des moutons, le marché de bétail de Tourakou commence déjà à se remplir des moutons qui viennent de plusieurs horizons du pays, comme en témoigne ce commerçant venu de Maradi. Je viens de Maradi. Chaque jour, il y a d'autres comme moi qui viennent. Notre objectif est d'approvisionner au maximum le marché de bétail de Tourakou. En ce qui concerne la disponibilité et l'accessibilité, il y a pour toutes les bourses, nous ont répondu les revendeurs des bétails. Les moutons sont vraiment disponibles et accessibles. Ils ne font que rentrer chaque jour. Seulement à ce jour, le marché reste toujours timide. Le marché est trop timide. Peut-être il y aura une différence après. La fête s'approche, mais c'est le statu quo toujours, car les gens disent qu'ils n'ont pas encore d'argent. Chaque jour, ce sont plusieurs têtes de moutons qui font l'entrée dans les différents marchés de la ville de Niamey. Et cette affluence se poursuivra jusqu'à la dernière semaine avant la fête de Tabaski.
La vente des véhicules d'occasion, ils sont nombreux les Niaméens qui se sont lancés maintenant dans cette activité. Voyons donc comment exercent-ils ce métier avec Boubacara Amadou et Mahamadou Djori. Jadis florissant, le commerce des véhicules d'occasion connaît un sérieux coup de ralenti dans notre pays. Les véhicules provenant des pays côtiers communément appelés touristes, ceux avec plaques d'immatriculation que proposent certains revendeurs ou encore ceux provenant des pays du Maghreb. Le ralentissement de cette activité commerciale est dû, selon les revendeurs de voitures d'occasion, à plusieurs facteurs. Bon, les gens qui payent les véhicules immatriculés, là, le problème de dédouanement, c'est tout qui a paralysé notre commerce là. Avant, le dédouanement, c'est moins cher. Mais maintenant, c'est cher. Tu payes le véhicule à 4 millions ou 5 millions, on te dit de dédouaner ça à 3 millions. Ah, les gens ont obligé de payer les véhicules immatriculés. À l'histoire de Sony Loga qui sont venus impliquer les choses. Alors là, tu ne peux pas venir acheter une voiture à 1,5 million qu'on te demande pour le dédouanement, le tout compris à 1 million. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est pour cela que la majeure partie des gens s'intéressent plutôt aux véhicules immatriculés. Là, ils prennent seulement, on te fait ta mutation, le même jour tu as le truc. Et là, tu prends ton assurance et tu changes le nom de la catégorie à ton nom. Les véhicules venus de Maghreb, en fait, c'est dû c'est le côté esthétique souvent qu'on regarde, c'est tout. Il y a le prix aussi qui diminue par rapport. Généralement, tu as des véhicules de 2010-2013, on te vend à moins de 5 millions ou 6 millions. Voiture de moto qui est des douaniers 600 000. Sont égales des douaniers, c'est 2 400 000 ou 2 800 000. Je dis, on a triplé de douane maga. Là, c'est nos candidats différences. Comme quand Sony Loga a le douanement à Tonton Goumo. En cas de 600 000 sont égales à 2 400 000, 2 500 000. Comment haya ago Tonton no watkul. So on dit plaque quand égalité dans halkul da interpol da haya kul da hakul 80 000 ou 90 000 sont agman 200 000. Plaque hinne sans écrit. Ça dépend des puissances de moteur. Oui, c'est une question de moyens. Parce que tout à fait la population, la majorité, tout le monde ne sont pas riches. Donc si tu attends un peu, tu peux chercher des véhicules d'occasion pour au moins les déplacements. Autre fait ayant aussi conditionné le ralentissement de la vente des véhicules d'occasion, le récent déguerpissement des différents parcs dans la ville de Niamey. Le fait que les gens sont déplacés là, présentement il y a des gens qui n'ont même pas à quoi manger. Est-ce que tu me comprends? Donc tout ça là, vraiment, il faut qu'on va voir, on va trouver une solution pour ça quoi. Sinon vraiment ça ne marche pas. To akanda lahani irsi zama irkar kasai. Bare gare kwai nongo fu bare kan gonda inga bon nongo inga nongo ra bare kan nongo son irka neu normalement has premier réunion quartier de gouvernement ane aga gouverneur ane aga ke kinongo aga di mataka aga te ba aga ne bare sino wala mataka aga te ama te bare si to wodon kulu Ça a beaucoup paralysé notre commerce. Nous-mêmes les commerçants, vraiment on souffre. Que l'État nous aide notre situation. La clientèle même a diminué beaucoup. Et la clientèle, ce qui a diminué la clientèle, c'est le problème du dédouanement. La douane, l'état des routes et les autres taxes prélevées sur les revendeurs, à cela s'ajoute la dispersion des parcs dans la ville de Niamey et qui a poussé les clients à s'intéresser davantage aux véhicules d'occasion sont les facteurs essentiels du ralentissement de cette activité commerciale qui pourtant réduit le taux de chômage chez les jeunes et contribue au développement économique du pays. Du sport, pour finir, le MENA national version Chan, vous le savez, s'est imposé dimanche dernier 2-1 face aux éléphants locaux de la Côte d'Ivoire au stade général Saini Kounché de Niamey.
et ce dans le cadre des éliminatoires CHAN 2018 au Kenya. L'équipe prépare activement la manche retour prévue pour ce 19 août, seulement à 72 heures de la tenue de cette rencontre et à quelques heures du départ. Les joueurs et le staff technique attendent toujours le paiement de leur prime de match. On fait le point avec Abdulaziz Mahamadou. À quand la fin des problèmes des primes des joueurs du MENA national? La question reste posée et est d'actualité une fois encore. Le MENA national a maintes fois raté des qualifications à des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations à cause de certaines pratiques du ministère en charge de la jeunesse et des sports. On se souvient encore des éliminatoires de la CAN 2015-2017 au temps de Abdelkarim Damalam et de Salissou Ada, où les joueurs étaient montés au credo pour dénoncer les conditions dans lesquelles l'équipe se prépare. Ils ont aussi à une occasion dénoncé le non-paiement de leurs primes d'appel, de déplacement et de victoire. L'équipe est-elle délaissée à elle-même? En tout cas, l'image que présente notre MENA national version CHAN laisse à croire à cette hypothèse. Des 2 matchs amicaux livrés par notre pays contre le Bénin au match aller des éliminatoires du CHAN Kenya 2018 du dimanche dernier, le constat est là. Le talent y est, mais les conditions de préparation sont inquiétantes. Une mise au vert difficile au centre technique de la FENIFOOT et l'absence de véritables matchs amicaux internationaux. La Fédération nigérienne de football, comme à ses habitudes, était obligée de sortir le grand jeu en créant les conditions minimales de préparation du match. Après la victoire 2-1 contre une équipe techniquement, physiquement et tactiquement au top, la suite est préoccupante. Les joueurs attendent toujours le paiement de leurs différentes primes. Toute chose qui ne motive pas quand on sait qu'avant même le match aller, la Côte d'Ivoire, elle, a désintéressé ses joueurs à hauteur de 5 millions de francs CFA par joueur, apprend-on. Si du côté de la Fédération nigérienne de football, on est fin prêt pour le déplacement du match retour prévu ce 19 août, du côté des joueurs, l'envie de se qualifier pour le prochain CHAN est certes là, mais la motivation absente. Pour l'instant, aucune explication n'a été donnée par le ministère de la Jeunesse et des Sports concernant le paiement de ces primes. On adopte toujours la même attitude, c'est-à-dire le silence total. Selon des sources concordantes, l'équipe se prépare à quitter le pays dès demain pour la Côte d'Ivoire. Dans quelles conditions? Les primes seront-elles payées avant le déplacement ou une fois arrivées à destination? Ou seront-elles payées en cas seulement de qualification du Niger pour le CHAN 2018? Autant de questions qui méritent de réponses appropriées. Merci Abdulaziz Mahamadou. Réitérons notre pensée donc à un des animateurs du sport à Bonferré. Je parle de Baba Alpha. Jamais nous n'allons t'oublier, chers collègues, et toutes nos prières vous accompagnent, toi et notre papa. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain et jeudi, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles. D'ici là, que la paix dans la soit avec vous. Au revoir.